Voilà, nous avons 1 heure pour cette deuxième table ronde qui n'est pas la moindre. Mais c'est pas facile, évidemment, de passer après ce qui a été dit. Je crois que, dans le fond, c'est à la fois pas facile, puisque l'intervention du docteur Bakheta, du professeur Bakheta, était très intéressante et très émouvante, mais d'une certaine manière, finalement, je trouve que ça valorise en réalité probablement ce que nous allons faire avec nos invités que je vous présenterai. Donc nous sommes dans la deuxième table ronde, sous le contrôle des uns et des autres, et de Cécile Van de Viver, que je félicite et remercie d'être avec nous. Donc je suis Pascal Morel, je suis de l'Université du changement en médecine, qui a été, je le reprécise, associé à ces travaux. J'en remercie notamment Rénomed, en particulier Maurice Laville et Anne-Valérie Boulet notamment, et les autres de Rénomed, qui nous ont fait travailler sur ces sujets au sein d'un groupe que l'on a appelé le groupe Terrain, et qui a été, je dois dire, extrêmement intéressant pour nous tous qui avons travaillé sur la maladie rénale chronique. Je salue donc vous tous, les intervenants qui vont s'exprimer, et celles et ceux qui nous suivent à distance. Je salue également nos confrères journalistes. Le thème de la table ronde numéro 2, c'est quel parcours coordonné pour le patient de maladie rénale MRC au sein d'un territoire. Et on comprend bien qu'il existe évidemment de très nombreux sujets à régler et à traiter encore et toujours en médecine, et tout particulièrement dans votre discipline, en fait, celle qui vous intéresse. Notre table ronde donc poursuivra parfaitement les réflexions et conversations qui ont déjà été conduites. Le thème central de cette table ronde, c'est l'organisation des stratégies et des pratiques sur le terrain, en ville, à l'hôpital, avec tous les professionnels de santé, avec le secteur médico-social, avec les structures sociales également, et en mobilisant les représentants politiques et institutionnels. Alors, les professionnels d'abord de santé veulent-ils, nous allons essayer de répondre en 1 heure à cette question, veulent-ils, rien n'est sûr, veulent-ils vraiment travailler ensemble? Pour faire quoi et comment bien mieux organiser ce qui doit être fait, ce qui apparaît évidemment à la fois comme une nécessité, vous allez même dire probablement une urgence. Alors, les intervenants sont nombreux dans cette table ronde. La règle du jeu fait qu'on va avoir plusieurs interventions, sans doute assez rapides. Mais on va aller au bout de cette question, et peut-être, je ne le vois pas, mais c'est au fond, je pourrais m'avancer un tout petit peu, voir mieux, voilà, pour dialoguer avec vous, mais demander en premier lieu à Hervé Ancelet. Hervé Ancelet, merci d'être avec nous. Vous êtes donc représentant des patients de France Rhin, et notamment, je crois, à Lille, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Tout à fait. Voilà. Vous allez peut-être nous dire effectivement ce que vous faites sans doute de bien, le sens de votre engagement, mais peut-être pour commencer, mais nous mettre en jambe, dites-nous dans une certaine mesure ce qu'est un malade rénal chronique aujourd'hui, et notamment, alors, en tirant un enseignement de votre propre expérience territoriale, et dans le fond, comment il s'adapte, quelles sont ses attentes, quelles sont ses demandes, quelles sont ses envies, quelles sont ses difficultés également. Non, pas du tout en 10 minutes, en 2 minutes, pour que nous ayons vraiment une conversation avec les uns et les autres. Bien compris. Je rappelle d'ailleurs, excusez-moi monsieur Ancelet, je vous coupe, je rappelle évidemment qu'on aura un lieu d'échange en fin de journée, comme Jean-Paul Ortiz nous l'a rappelé. Allez-y peut-être. Je vais me rajouter 30 secondes de personnel, parce que, après tout ce qu'on a entendu précédemment, je me suis reconnu parmi les 27% de la population qui ont rencontré un néphrologue qui lui a expliqué que dans 2 mois, vous allez être dialysé, monsieur. Voilà. Donc, c'était mon expérience. Évidemment, j'étais suivi par un médecin généraliste qui observait la montée de tous mes taux de créatinine, d'urée, d'acide urique, etc., sans
finalement m'orienter là où il fallait peut-être m'orienter. Bien, le patient MRC, eh bien, c'est d'abord une personne, qu'il soit adulte ou enfant, et le passage avant était j'étais très ému d'entendre, qui souffre d'une altération rénale, alors ça a été expliqué, hein, qui est silencieuse, et c'est peut-être une raison pour laquelle tous les patients, du moins les futurs patients, ne se présentent pas à un généraliste. Elle est silencieuse, elle est progressive, une fois qu'elle est déclarée évidemment, et irréversible. Et vous avez bien compris, on l'a expliqué, même Stangel, pardon, qu'elle était classée en fonction de la sévérité de stade de 1 à 5 jusqu'à la défaillance finalement rénale que j'appelais autrement. Bien. Alors ces personnes, ces patients, présentent des comorbidités, comme il a été précisé, qui fait qu'on va comprendre la raison pour laquelle il faut un parcours coordonné, ne serait-ce qu'au niveau de l'hypertension, du diabète dont on a parlé, enfin je ne vais pas rappeler les maladies cardiovasculaires, et puis des complications. On vit avec des complications lorsqu'on est en maladie rénale. Je penserai à l'anémie qui explique la fatigue, la fatigue, attention, l'acidose, pardon, qui provoque également des troubles cardiaques et osseux. Donc vous voyez toute une palette de maladies. Alors, les besoins de nos patients, du moins de nos adhérents, ils sont clairs, ils veulent un suivi régulier parce que la maladie progresse et qu'à chaque fois, eh bien, il faut revoir le régime alimentaire, les médicaments à prendre, qui changent tout le temps en fonction des résultats d'analyse. Et puis, il faut donc s'adapter à cela, à tous ces changements de médicaments et de régime alimentaire. Il leur faudrait, et ils le demandent, une éducation thérapeutique, parce qu'ils ont besoin de comprendre leur maladie. Et on ne leur explique pas leur maladie. On leur explique quel régime ils doivent suivre, quels médicaments ils doivent prendre. Et pour autant, est-ce qu'on peut comprendre ce qui nous arrive ? C'est une interrogation. Hervé, est-ce que finalement, quand on regarde cette pathologie de votre point de vue, mais vous êtes engagé dans le mouvement associatif, quand vous rencontrez d'autres, et il y en a ici, associations, représentants d'associations, est-ce que vous avez l'impression que il y a, selon les cas, bien entendu, chacun est différent. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des riches, il y a des pauvres, il y en a qui vivent dans des terrains, etc. Mais est-ce que cette pathologie est particulièrement structurante en termes de regard vis-à-vis de la maladie d'une part, mais également de l'organisation sociale? Évidemment. Moi, il me semble que, quel que soit le milieu social ou tout ce que vous avez décrit, la maladie lisse complètement toutes ces différences sur le terrain, et donc on devient insuffisant rénal, voilà, chronique, et on le vit différemment par contre. C'est là aussi que la demande importante de nos adhérents consiste, parce qu'ils se sentent isolés, ont besoin de cette prise en charge globale dont on parle, fluide, qui va leur permettre d'arriver à une qualité de vie réespérée. Dites-moi, monsieur Ancelet, dans votre territoire, donc vous êtes le responsable de la région de France-Rhin, Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais. La Picardie n'est pas encore attachée. Même. Il y a combien d'adhérents d'une part de votre association, et est-ce que d'ailleurs vous les fédérez tous? Enfin, quelle est ma question? Je la poserai au médecin. Quelle est la file active? C'est la vraie difficulté de toutes les associations, c'est d'avoir des adhérents. Nous sommes autour de 250 adhérents, alors que potentiellement, c'est une région dans laquelle il y a 3500 dialysés 3500. Et 2800 suivis de transplantation rénale. D'accord. Donc vous voyez, le volume est important. On peut arrondir à 6000. Nous ne sommes même pas à 10%. Donc oui, là aussi, on a un problème de communication et d'adhésion. Bon, pour autant, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est un vrai problème des associations. Nous aimerions être... On est beaucoup plus reconnus que connus. Merci de la transition, parce qu'on fait notre premier tour de table. Et je vais aller de l'autre côté de la table, de la tribune, avec vous, Christophe Maria. Vous êtes le vice-président de la SFNDT, vous êtes donc un néphrologue, vous êtes un PUPH de Clermont, Saint-Étienne, excusez-moi, j'étais sûr
de me tromper. Enfin, je craignais de me tromper. Je l'ai fait. Ça, c'est classique. Merci. Vous êtes bien bon. Dites-moi justement, c'est une bonne transition qu'a fait Hervé Oncelet, c'est promouvoir une stratégie globale. Alors ça, c'est un terme dans la santé, pour celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet. Global, on l'emploie tout le temps, hein, le village global, tout est global, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en néphrologie en particulier, pour la maladie rénale chronique et pour un néphrologue, un PUPH de néphrologie que vous êtes? Ça veut dire quoi? Global, il y a aussi, la sémantique est importante, il y a aussi d'autres synonymes qui ont été utilisés. Global, coordonné, et en effet, c'est vraiment l'enjeu. Alors, on ne part pas d'une page blanche. Et derrière ces problématiques de coordination, il y a bien évidemment la question de la coopération interprofessionnelle. Et en néphrologie, il y a quelque chose de très significatif qui s'est passé ces dernières années avec la stratégie Ma Santé 2022 et la mise en place du financement au forfait de la maladie rénale chronique, qui a pris en compte le fait qu'il fallait justement une prise en charge globalisée des patients en faisant intervenir différents acteurs, et que ces acteurs qui étaient susceptibles d'intervenir, au premier rang desquels les infirmiers, cette intervention n'était pas valorisée. Et donc, dans le cas de forfait, elle devient valorisée. Et donc, nous, ce qu'on a appris, néphrologues, finalement, c'est de déléguer. Alors ça a été l'aboutissement le plus complet, c'est bien évidemment dans les délégations de tâches aux IPA, mais ça se fait aussi avec les infirmières de coordination, les infirmières de parcours, peu importe les dénominations, mais on a énormément délégué, notamment ce qui relève de l'information, de l'exhaustivité de l'information, qui avait du mal à être prodigué dans le cadre très contraint sur le plan chronologique, sur le plan du temps de nos consultations en colloque singulier avec nos patients. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ceci constitue probablement une bonne base pour développer quelque chose qui va aller vers une décision médicale partagée, vers plus d'informations et améliorer justement la coordination de ces parcours. Je me posais, Monsieur Maria, la question, quel est le rôle de votre service, de votre CHU, des hôpitaux? Alors vous nous dites, on s'appuie maintenant sur de nouveaux professionnels qui s'investissent, qui peut-être ne s'investissaient pas autant que l'organisation le permet aujourd'hui, mais dans le fond, l'importance de l'hôpital, de l'établissement, et d'ailleurs du CHU, notamment de l'hôpital de formation, en 2 mots, pour bien comprendre un peu les enjeux. Du reste, c'est probablement là où on est au milieu du gué. C'est-à-dire que dans ces parcours tels qu'ils ont été pensés dans Ma Santé 2022, c'était pour sortir un petit peu du tout des 2A, mais on reste quand même sur des prises en charge qui sont très hospitalo-centrées et avec très peu d'interactions qui ont été formalisées avec la ville. Donc là, actuellement, nous sommes sur des parcours qui sont structurés à l'intérieur de l'hôpital, avec néanmoins un cahier des charges qui nous impose des comptes rendus réguliers et structurés vis-à-vis des médecins traitants. Mais on sent que la prochaine étape, ça va être de penser les passerelles entre l'hôpital et la ville. Et actuellement, c'est clairement quelque chose qui n'est pas mis en œuvre. On va approfondir ça. Jacques Battistoni, c'est important de l'avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'il est un des membres les plus actifs de la communauté de la médecine générale. Il a été quand même le président de MG France, donc à ce titre-là, un responsable de la médecine, de son organisation, de la médecine générale, de proximité, de territoire. Finalement, c'est comme ça qu'on définit la médecine générale. Vous êtes également très engagé dans les CPTS, ces communautés professionnelles de territoire. Je crois que vous êtes le président, non pas plus.
Vous l'avez été? Non, je suis secrétaire général. Secrétaire général. Enfin, en général, c'est les secrétaires. Non déplace au président, c'est les secrétaires généraux qui font tout. Hein. Bon. Mais enfin, donc le secrétaire général. Dans la salle, il y a une néphrologue qui est membre du bureau de ma CPTS. Donc elle me regarde. Ah, d'accord. Elle contrôle. Bon, je crois que Jacques Battistoni ne craint rien dans le fond. Mais surtout également, en plus, c'est vrai que je vous ai beaucoup suivi sur la définition des référentiels de médecine générale. Vous y avez là été effectivement alors un ouvrier actif, hein, oui, on va dire ça comme ça. Bon, vous vous intéressez aussi à ce sujet, tout particulièrement, parce que j'imagine que vous avez des malades de phylactie, droite phylactive, et que probablement il y a, même si on l'a vu dans la première table ronde, il y a beaucoup à faire pour créer le lien médecin généraliste et maladie rénale chronique. Deux mots, hein, après oui, ça me donne envie de répondre par rapport à l'intervention précédente. Oui. Effectivement, on a des visions très différentes que de Christophe Maria. On a des visions très différentes, qu'on soit en soins primaires ou qu'on soit du point de vue hospitalier. D'abord, les patients dialysés rapportés à la patientèle des médecins généralistes, c'est 1 voire 2. Je crois qu'il y a, alors détrompez-moi si je dis des bêtises, il y a beaucoup de spécialistes, mais il y a grosso modo 50-60 000 patients dialysés en France. Donc ça fait entre 1 et 1,5 par médecin généraliste. Donc ça veut dire que c'est pour nous quelque chose de peu fréquent. Ce qui est beaucoup plus fréquent pour nous, c'est effectivement la question de prendre en charge des populations dont dans ces populations, dans ces patientèles, il y a beaucoup de patients à risque, et comment on fait pour leur éviter qu'un certain nombre d'entre eux n'évoluent vers une pathologie, une maladie rénale chronique, et plus encore une maladie rénale chronique au stade d'insuffisance d'organes nécessitant à un moment donné une suppléance. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui a été fort bien dit par mon camarade Cyril, enfin, et sa table ronde, c'est au-delà du dépistage, c'est même le repérage finalement qui est votre responsabilité, enfin une de vos responsabilités, oui, avec d'autres, mais enfin en particulier la vôtre. Si je prends mon premier point sur ce sujet-là, c'est de dire qu'aujourd'hui on dit souvent des médecins généralistes, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas assez nombreux, vous n'êtes pas au rendez-vous. Et ma demande, et là je reprends ma casquette d'ancien président, c'est de dire oui, mais on a besoin, quand la loi a créé le médecin traitant, elle ne lui a pas donné une équipe autour du médecin traitant. Et cette équipe autour du médecin traitant, c'est pas simplement une MSP. La MSP, c'est aussi l'infirmière qui travaille dans le quartier, c'est le pharmacien d'officine. Non, on a besoin d'assistants médicaux, on a besoin de docteurs juniors, on a parlé des internes, mais on a aussi besoin d'IPA, et on a besoin d'IPA qui soient dans le même lieu, avec les mêmes outils et la même patientèle. Et j'insiste là-dessus. Et notre vision n'est pas exactement la même que celle des IPA libéraux qui veulent s'installer parallèlement à nous. On ne veut pas de silo, on veut travailler ensemble, en coopération, avec la même patientèle. Un médecin généraliste, même s'il ne faut pas être caricatural comme je vais l'être, mais c'est pour provoquer un peu, un médecin généraliste, il s'intéresse aux malades rénales chroniques quand ? À quel stade? Est-ce qu'il s'occupe uniquement de ceux qui ne sont pas encore entrés dans un stade évolué ou, enfin, dites-nous un peu comment ça se passe. Ouais, en fait, on va faire beaucoup de prévention, un peu de prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter que les patients, à travers leur mode de vie, leurs habitudes alimentaires, ne deviennent en surpoids, n'aient pas assez d'exercice physique. Enfin, bref, soit des gens qui sont susceptibles de développer un diabète ou une hypertension. Quand ils ont un diabète, une hypertension, une obésité, enfin tous les facteurs qu'on a vus, on va essayer de faire en sorte qu'ils n'évoluent pas vers une maladie rénale chronique plus avancée. On va avoir des malades rénales chroniques de stade 2, de stade 3A. Et puis on a aussi, je crois, une petite place, petite parce qu'on n'en a pas beaucoup de patients, je l'ai dit tout à l'heure, dans la prise en charge de malades plus graves, en lien étroit avec les néphrologues. Et ça, on doit le faire. Et donc, on doit aussi apprendre probablement à maîtriser ces outils de néphroprotection qui vont permettre aux gens d'arriver au stade de suppléance. Celui qui nous paraît avoir une importance évidente, j'allais dire, c'est celle ou celui qui est biologiste. Ça nous paraît assez vu de l'extérieur, dans le fond. Ça nous paraît assez évident. François Blanchecotte, vous êtes le président du syndicat des biologistes. Toujours président du syndicat des biologistes? Ah oui, toujours. Bon, très bien, monsieur le président. Excusez-moi, je croyais que vous aviez... Juste 15 ans. Depuis... Oui, enfin, le président... Pas à vie, non, pas à vie. Le président mythique, François Blanchecotte. Ok, cela étant dit, effectivement, l'investissement en fait, de la biologie dans la
prise en charge du malade rénal chronique nous paraît évidente. Et pourtant, ça ne se passe pas toujours peut-être comme ça devrait se passer. À la fois le lien entre le biologiste qui évidemment fait les analyses, hein, qui doit alerter, qui doit signaler, etc. Peut-être sur les types d'examens biologiques qui doivent être faits. Enfin, il me semble qu'il y a plusieurs sujets. Je dois dire que vous nous l'aviez présenté quand on avait travaillé avec Rénomède, notamment dans le groupe terrain de l'UC2M. Ça nous avait paru très important et il fallait le redire dans le fond haut et fort. Allez-y. D'abord, merci parce qu'il n'y a jamais eu autant de groupes de travail, de gens qui se sont réunis pour parler de la MRC. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que maintenant l'Alliance peut rassembler tout le monde, y compris d'ailleurs, je remercie les académiciens d'être présents, puisqu'on a fait aussi des groupes de travail avec les 2 académies. Et donc, merci aussi au président et à l'ancien président des sociétés savantes parce que c'est une écoute extraordinaire. Et je pense qu'il y avait quelque chose effectivement à apporter. Pour corriger ce qui a été dit tout à l'heure, nous sommes structurés en base de communication de nos résultats. Simplement, quelques organismes d'État comme la NSM ou d'autres ont toujours de retard à l'allumage pour nous transmettre des codifications de techniques et tout. Et donc, on est en train d'harmoniser tout ça. Normalement, vous devriez, d'ici la fin de l'année, avoir les 200 examens les plus prescrits de façon codifiée, structurée et que vous permettent de faire des extractions. Donc je vais jeter un coup de pied dans l'assurance maladie, mais c'est pas grave, ils ont l'habitude. On vous connaît. Voilà, le DMP nous sert à rien du tout tant qu'ils introduiront pas de l'IA pour trier nos données, enfin pour essayer de gagner du temps et d'avoir effectivement des données majeures de la part de vous les médecins, évidemment de la part des infirmières, de la part de tout le monde, parce que je plaide depuis très longtemps, évidemment, pour que tous entre ensemble, on travaille dans une coordination. Nous sommes un des éléments de la chaîne, comme tu l'as dit très bien, Pascal, on apporte ce qu'on peut apporter, et l'évolution majeure que nous allons apporter dans les mois qui vont venir, c'est que beaucoup de sociétés innovantes permettent de chercher dans les dossiers des patients et à partir de l'IA, de vous donner une perspective, non pas du résultat photographique que vous avez le jour même du bilan ou voire de l'antériorité, mais de votre évolution de vos patients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de sociétés innovantes sont capables d'aller chercher dans nos dossiers et de faire remonter une évolution, même infinitésimale, qu'on ne détecte pas au départ. Donc l'image polaroïde du compte-rendu, il faut qu'elle s'arrête. Il faut qu'on arrive à structurer les choses pour vous donner un continuum sur ce qui peut se passer, l'évolution du patient. Donc ça va être la future évolution très importante. Deuxième pierre pour l'assurance maladie, mais pendant que j'y suis, il faut que je me venge. C'est vrai que le texte qui est sorti au mois de mai date d'avril 2024. Et entre-temps, nous avions travaillé avec les sociétés savantes, les CNP de néphro, de biologie, pour émettre un nouveau texte. Et ils ont publié l'ancien. Mais c'est pas grave. On est têtu, on va y arriver. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on nous met les examens dans une enveloppe générale et qui va être noyée dans la masse. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est des indicateurs. Si demain, nous pouvons dépister plutôt de façon échantillon, le RAC, effectivement, le DFG, en supprimant l'utilisation de méthodes anciennes, colorimétriques et autres, c'était l'objet du deuxième texte. Et remercie les présidents. Et donc, il faut absolument que ça soit isolé. Il faut qu'on puisse avoir des indicateurs d'évaluation. Donc ça veut dire qu'il faut que l'analyse qu'on fait nous puisse être codifiée de façon à voir la vraie prévention qu'on fait en France et non pas dans un magma global de dépistage général. Nous avions avec Jean-Michel Halimi dans la région fait un dépistage effectivement de l'insuffisance rénale d'article 51 pendant 3 ans. Nous interrogions les patients et tu as raison Pascal, 2 patients sur 3 ne savent pas ce qu'ils ont et refusaient l'interrogatoire. Ils disaient « je ne suis pas malade, pourquoi vous voulez m'interroger ?» Donc il faut trouver le lien avec ce que dit Jacques, c'est-à-dire à un moment donné que nos comptes rendus puissent travailler en corrélation avec le médecin traitant, qu'on puisse à un moment donné, que le pharmacien d'officine, l'infirmière, tout le monde puisse parler aussi au patient qu'il a une maladie débutante et qu'à ce moment-là, on va le suivre. Pas la peine de l'énerver, on va le suivre simplement. Peut-être il y a des conditions effectivement pour lesquelles il va accentuer sa maladie et ça c'est le rôle de tout le monde. Donc vraiment augmenter nos comptes rendus, faire qu'on puisse avoir une meilleure recherche de ce qui est fait par les uns et par les autres et l'espace santé du patient est très important de ce point de vue-là. Les associations de patients qui travaillent avec nous, c'est ça qui est fondamental. Donc on a un rôle de coordination, on a un rôle d'apport. Maintenant, mon collègue certainement parlera des équipes spécialisées.
qui n'est pas mon cas, mais c'est une possibilité. Il faut qu'on y voit aussi au niveau des stades 3 et 4 comment la biologie peut se mettre dedans, dans le cadre d'équipes de soins spécialisées. Voilà, ce qui est bien avec François, c'est qu'il fait les transitions. Les journalistes sont ravis. C'est leur seul problème, c'est de faire les transitions. Et donc, il nous permet de rencontrer... Mais quand même, François Blanchecotte, on reviendra peut-être sur votre présentation parce qu'elle soulève quelques questions techniques. Je suis sûr qu'il y aura un débat avec les spécialistes sur ce sujet. Oui, c'est important de vous avoir, Alexandre Decour, puisque vous êtes néphrologue. Vous êtes vous êtes à Perpignan. Cabestany. C'est un hasard, ça. Non, c'est bizarre. Il y a pas mal de gens d'Occitanie et de Cabestany, Perpignan. Je ne sais pas pour quelle raison. Enfin, en tout cas, on est heureux. C'est une très belle région, donc on est heureux de vous avoir, et notamment pour parler ce que nous dit François Blanchecotte de ces équipes de soins spécialisées, mais en particulier parce que dans votre activité, vous avez d'abord mené un projet d'article 51. C'est cela, le projet Pro-IRC, et vous sortez vraiment, ça c'est vraiment intéressant, vous sortez vraiment de votre établissement, de votre très très grande ville de Cabestany, comme la gare de Perpignan, c'est la ville centrale de la France, et vous allez, non mais c'est vraiment sérieux, vous allez vraiment dans les terrains, je ne sais pas si c'est la Haute-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, mais enfin, vous allez assez loin pour essayer de travailler avec les gens qui sont dans les territoires, et c'est notre sujet, les territoires. Dites-nous un peu ce que vous faites. Exactement. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de l'organisation territoriale qu'on a essayé de mettre en place dans les Pyrénées-Orientales pour soigner les malades atteints de maladies rénales. Alors il faut différencier les deux projets qu'on a. On a le projet Pro-IRC qui est en fait un export du parcours maladie rénale chronique hors établissement pour le rapprocher de la médecine de ville et de ce qu'on fait habituellement et de l'élargir au stade 3B de la maladie rénale chronique. Et je pense pourquoi on m'a invité, c'est pour parler de l'équipe de soins spécialisés. Et l'équipe de soins spécialisés, L'équipe de soins spécialisés, c'est en effet un projet qui permet de se rapprocher du patient en allant consulter dans des lieux déportés de consultation. Et dans les Pyrénées-Orientales, ça se prête bien aux expérimentations parce qu'on est un territoire assez bien limité, avec des particularités géographiques limitées par l'Espagne, la mer et la montagne. Et donc, on a un lieu d'expérimentation qui est idéal. On a 3 vallées qui sont la vallée du Tech, de la Glie et de la Tête, et dans lesquelles on va pour consulter à distance de notre centre habituel de consultation, ce qui nous permet de rencontrer des patients, des populations, et d'aller prêter main forte à des médecins traitants qui n'ont pas l'habitude d'envoyer des patients aux néphrologues. Donc ça, c'est le versant on se déplace, on va vers les gens. Et comment on rentre en communication avec les professionnels qui ont besoin de nous, c'est par le versant de télexpertise qu'on a essayé de développer avec l'équipe de soins spécialisés qu'on a mis en place depuis 2019, depuis que la loi a placé cela dans les pratiques. Et on a mis en place dans cette ESS expérimentale la télexpertise qui permet à tout médecin généraliste et même tout professionnel de santé, c'est-à-dire que parfois j'ai des demandes de kinésithérapeutes ou alors d'infirmiers, de donner notre avis sur un dossier, sur une conduite diagnostique pour soit rassurer, soit approfondir les examens de certains patients. Et ça permet de finalement gagner du temps, de voir des malades plus qualifiés, c'est-à-dire des malades qu'on a besoin de voir, éventuellement de ne pas avoir des patients qui sont inquiets mais qui ne nécessitent que la médecine de premier recours, et d'affiner le bilan. Ça permet aussi d'apporter de la plus-value à la prise en charge, c'est-à-dire que les patients pour lesquels on va apporter une plus-value par un diagnostic étiologique, soit anatomopathologique, soit génétique, ou un suivi spécialisé, une orientation vers la transplantation qui n'aurait pas été initiée, ça permet de déclencher ça par la télexpertise. Avec satisfaction à la fois des équipes de soins, de vous, et puis également les patients. Vous avez analysé l'intérêt des patients? Les patients sont ravis parce qu'avec la télexpertise, ça permet de faire un coupe-fil. C'est-à-dire que ceux qui auraient mis 3 ou 4 mois à nous voir en prenant rendez-vous naturellement, comme ils le faisaient avant, ils sont vus dans les 2 ou 3 semaines où on peut arriver à leur libérer un créneau de consultation. Et surtout, ils arrivent avec tous les éléments en main pour qu'on puisse passer à l'étape d'après de la prise en charge. Donc on évite les premières consultations où on voit les patients, où on leur demande des examens. Donc finalement, on se coordonne avec les médecins
médecins généralistes qui nous aident à accélérer la prise en charge des patients. Et donc, dans mes histoires de téléexpertise, j'ai des histoires où on me contacte et 2 semaines après, le patient est biopsié et on a le diagnostic. Comment elle se fait, cette téléexpertise? Il n'est pas seul, elle se fait... Nous, on a une plateforme de téléexpertise qu'on a développée dans le département et que tout le monde a l'habitude d'utiliser. C'est la plateforme OmniDoc, mais il y en a d'autres en France. Ce qui manque peut-être en France, c'est un annuaire de téléexpertise, c'est-à-dire savoir qui est sur quelle plateforme. Ça pourrait être quelque chose qui permettrait de fluidifier les parcours, sachant que c'est très différent selon chaque territoire. Il y a d'autres plateformes qui existent. Mais elle se fait... non, mais c'est simplement pour comprendre. Souvent, on a quand même affaire à des populations âgées, on l'a dit, pas toujours capables, évidemment, de se prendre en charge seules sur... les réseaux sociaux, enfin sur Internet, etc., sur les plateformes. Dites-nous, expliquez-nous. Alors, il faut bien différencier la téléexpertise de la téléconsultation. La confusion est souvent faite, mais ça n'a rien à voir. La téléconsultation, c'est quand on voit à travers son écran le patient directement en lui posant des questions. Et ça, d'expérience, c'est très difficile à mener parce que les patients âgés et peu alertes avec le numérique ont du mal à nous faire passer leur biologie, on ne peut pas les examiner, on ne peut pas leur parler, enfin, c'est compliqué. Alors que la téléexpertise, c'est une synthèse du dossier déjà sélectionné par un médecin généraliste qui nous est adressé. Et donc, ça permet déjà de voir rapidement des patients présélectionnés par leur médecin traitant. Et ça nous permet d'avoir une consultation plus dense, plus riche en qualité et en apport pour le patient. Hervé Roncelet, vous avez un commentaire là-dessus? Pardonnez-moi, vous me prenez de court. Oui. Non, sur la téléexpertise, vous avez oui, dans votre territoire. J'avoue que sur la téléexpertise, j'avoue. Avouez, il faut avouer. J'avoue que sur la téléexpertise, je n'ai pas d'informations. Levez la main droite. Non. Dites, je le jure. Ok, on revient. Après, on va revenir, oui, de toute façon. Non, si vous voulez, évidemment, Alexandre, je vous coupe pas la parole. Je rajouter que c'est souvent transparent pour les patients. Les patients, ils ne se rendent pas forcément compte qu'il y a une téléexpertise qui a sollicité. Et donc, ils trouvent ça magique qu'ils aient eu la consultation si rapide, alors qu'en appelant, ils avaient tant de délais. C'est parce qu'ils ont été qualifiés par leur médecin traitant qui les a bien orientés. Édouard Ganassia, vous êtes endocrinologue. Alors, je crois à Paris, mais aussi à 7. Alors ça, c'est évidemment un gros avantage que vous avez, à mes yeux en tout cas. Et alors, vous ne marchez pas sur vos 2 pieds, vous marchez sur 3 pieds. Vous m'avez dit, en préparant cette table ronde, qu'il faut marcher sur 3 pieds. Pas tout à fait tout compris, mais allez-y. Pourquoi 3 ? Alors, d'abord, je voulais exprimer déjà ma gratitude et mon admiration à l'Alliance pour parler d'innovation organisationnelle. Parce que finalement, c'est de ça qu'on parle. Et pour moi, c'est une des plus grandes innovations thérapeutiques de ces dernières années. C'est l'occasion d'ailleurs de très belles recherches en soins primaires qui peuvent être chères à Agnès. On se connaît depuis un bout de temps. On évalue tout ce qu'on fait dans les CPTS. Moi, je pense qu'une évaluation, au contraire, avec un haut niveau scientifique associé à l'université, c'est des très belles publications qu'on n'a pas souvent en congrès. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est peut-être tout simplement faire une synthèse de tout ce qui a été dit, mais de partager mon expérience parce que je suis là en tant que vice-président de la FENAREDIAM, des fédérations des endocrino-libéraux, de l'association francophone de thyroïde, mais avant tout, comme médecin coordonnateur du parcours maladie métabolique à la CPTS du Bassanto, et je suis extrêmement attaché à mon territoire d'exercice, même si j'exerce un peu à Paris. Alors, nous, ce qu'on a fait, parce que là, je vous parle d'expérience, finalement. On a développé un parcours qui avait pour ambition le bien-être d'une dyade, bien-être du patient, bien évidemment, mais aussi du soignant. Parce que quand un soignant ne va pas bien, le patient n'ira pas bien non plus. Et c'est l'axe 4 de la certification. Alors, et ça repose sur 3 principes. Finalement, pour moi, la coordination, tout le monde en parle, soin global, pour moi, la coordination... pour nous, et je vous parle donc d'un retour d'expérience. D'abord, c'est d'admettre qu'on est tous les maillons d'une chaîne. Il faut l'admettre. C'est-à-dire qu'on a un rôle propre, et ce rôle propre, il doit être défini au sein de notre parcours, en synergie avec les autres. Personne ne peut le faire à notre place. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire... Il y a des médecins, ils vont faire l'assistante sociale. C'est super, ça témoigne du grand cœur qu'ils ont pour leurs patients, mais il leur reste après peut-être 5 minutes pour faire le travail de médecin généraliste, et ce n'est pas l'assistante sociale qui pourra faire de la médecine générale. C'est un exemple. Donc un rôle propre, mais avec par contre des messages qui peuvent s'harmoniser avec les autres professionnels de santé et renforcer ces messages. Et c'est la deuxième chose, c'est le deuxième. Donc le premier principe, on est les maillons d'une chaîne, mais chacun avec son expertise propre. Le deuxième principe, c'est un corpus de connaissances commun. C'est-à-dire que tous les membres de l'équipe
on doit définir un corpus minimal de connaissances, et c'est des messages qui vont être non seulement répétés, donc ça homogénéise le tout, ça harmonise le tout, les patients entendent les mêmes messages de différents professionnels, peut-être en accord avec des fiches ou un livre écrit, ça c'est très important, mais surtout ça évite les messages contradictoires qui déconstruisent parfois des heures de travail. Et enfin, la troisième chose, le troisième principe, c'est l'adressage au juste soignant, au juste moment, sans repasser forcément par les médecins généralistes, parce que les médecins généralistes sont un tout petit peu débordés. Et si on a bien conçu les choses en amont, il a fallu du temps, il a fallu de l'évolution des mentalités pour que, par exemple, une IPA ou une infirmière libérale dise « là, il faut voir rapidement le podologue », sans dire « ah, vous allez voir votre médecin », etc., et pouvoir adresser directement. Donc ça, c'est les trois principes. Et ça repose, et je pense que ça fera la transition vers d'autres, parce que c'est bien beau ces principes-là, mais est-ce qu'il y a des outils? Le premier outil, d'accord, donc 3 principes, 3 outils, c'est d'un algorithme défini, c'est-à-dire tous les gens qui vont participer au parcours de soins doivent se mettre en amont en regardant tous les scénarios possibles et en les automatisant le plus possible. Après, on pourra toujours, bien sûr, et ça c'est l'intervention humaine que l'IA ne peut pas faire, on pourra personnaliser, par exemple, ou tel patient, attends, j'ai 3 cardiologues dans le parcours, non, celui-là, ça ne va pas matcher, on va l'envoyer plutôt à celui-là. C'est ça que j'appelle l'intervention humaine que l'IA ne peut pas faire, ou pas encore. Donc, il faut en tout cas que le parcours puisse être déclenché en un clic. Donc, bien avoir conçu les choses en amont. Le deuxième outil, c'est un outil de coordination. Et on en a tous parlé, l'outil utopique. Alors, pour moi, cet outil de coordination, il est encore utopique. C'est d'une part, bien sûr, sur un portable, sur un iPhone, sur un iPad, sur un Android, je ne vais pas faire de pub. Bien sûr, avoir tous les comptes rendus de tout le monde. Ça, le compte rendu médical. Mais aussi avoir la possibilité, et on a refait un carnet papier justement à la CPTS du Bassinto qui a eu un très grand succès, le papier a du succès, un peu comme ce que disait le patient Jean-François tout à l'heure, d'avoir 2 lignes sur tiens, j'ai vu le patient, en ce moment le moral va pas bien, ou l'activité physique c'est pas bon. Et peut-être d'avoir une IA demain qui va dire, ça fait quand même 6 ou 7 professionnels qui disent qu'il y a besoin d'activité physique. Et donc ça va d'emblée désigner en termes de priorité le prochain expert qui aura son rôle propre, et les messages que tout le monde va délivrer. Et enfin, et j'en terminerai là, pour moi, le troisième outil, il est évident, c'est les formations. C'est l'enseignement, c'est la formation. J'ai été très surprise dans le plan cancer tout à l'heure qu'on nous a présenté ce matin, qu'il n'y ait pas eu enseignement, formation formalisée. C'était sous-jacent. Formation de qui? Des professionnels de santé, une formation, comme a dit Agnès, adaptée. C'est-à-dire adaptée à ce corpus de connaissances commun. Formation sur la pathologie, mais aussi formation sur le parcours, que tous les intervenants sachent où est la place de chacun pour faire une belle synergie. Et bien sûr, formation également des patients, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique, l'aboutissement final, ce corpus de connaissances, il doit être partagé avec le patient pour l'autonomiser. En plus, ça nous fait moins de boulot. La première qualité de l'éducation, c'est de la flemme. Donc, c'est que le patient fasse tout. Et tout ça, et c'est ma conclusion finale, à l'échelle, à la spécificité d'un territoire, l'équipe de tel territoire et pas celle du territoire suivant. Donc vouloir donner un modèle standard, il faut que tous les outils aient été conçus sur la logique du territoire. Les interactions entre les gens ne sont pas les mêmes. Donc si on arrive avec ces 3 principes et ces 3 outils, il y aura peut-être des leviers à améliorer, mais j'en parlerai après, ce serait génial. Voilà. Et vous allez voir que tout ça est finalement bien construit. On parle toujours et souvent, enfin depuis pas longtemps, rassurez-vous, des infirmiers de pratique avancée, notamment des IPA, du rôle que vous avez à jouer, du rôle probablement évidemment nouveau, que l'on découvre effectivement important, à la fois pour la prise en charge de ces maladies chroniques. Je pense que vous répondrez probablement à Édouard que vous avez un rôle dans la formation, notamment la formation des jeunes infirmiers, en tout cas des jeunes soignants. Et puis également Anne-Valérie Boulet reviendra sur la question fondamentale. Tout ça s'organise et comment tout cela se finance. Mais on va d'abord vous écouter, Ludivine Videloup. Vous êtes la vice-présidente de l'ONFIPA. L'ONFIPA, c'est la société savante des IPA. C'est l'Association nationale des infirmières en pratique avancée. On a une société savante, on a un syndicat, on s'est structuré, on a aussi un CNP. Merci déjà pour l'invitation. Je suis là au titre des IPA, mais aussi de tous les paramédicaux, quels qu'ils soient, parce que je pense qu'ils ont vraiment une place importante dans ces parcours. Les IPA, les textes sont, c'est nouveau, c'est vrai, dans l'imaginaire des gens, mais ça fait quand même maintenant 10 ans que les textes sont
sortis. On est 4000 à peu près diplômés sur le territoire, donc c'est un professionnel à prendre en compte. Et on est 600 000 infirmières, donc il y a un maillage territorial très fort, que ce soit dans toutes les structures sociales, hospitalières, en ville. Et donc je pense sincèrement que toute infirmière, infirmier libéral, les coordinatrices, les azalées, celles qui font de l'ETP, sont à ne pas oublier dans ces parcours. Et il y a vraiment quelque chose de fort à faire. On peut le faire en s'aidant de plein de structures. Il y a les CPTS qui sont des gros leviers sur le territoire. On a les URPS qui sont aussi des leviers pour travailler et faire de la coordination avec tout le monde. Et puis on a des IPA de différentes mentions. Donc dans le sujet du jour, on a les IPA en néphrologie, dialyse, transplantation qui vont être plutôt dans les structures, dans les parcours MRC, dialyse, transplantation. Mais on a aussi des IPA pathologie chronique stabilisée dont il faut continuer le déploiement, qui, elles, vont être souvent... Alors, elles peuvent être en ville, mais les pathologies chroniques stabilisées peuvent être à l'hôpital, mais aussi en ville. Et je pense qu'elles ont un rôle pour faire de la coordination, être des facilitateurs, prendre en charge dans la globalité le patient, parce que le spécialiste, il a malheureusement des fois pas le temps dans sa consultation. Il va se concentrer sur la pathologie et tout ce qu'on a dit depuis ce matin, mais le patient, il a bien d'autres sujets à aborder. Il faut s'appuyer sur ces professionnels. Ludivine, vous dites qu'il y a 4000 IPA, mais des IPA comme vous qui s'intéressent à la maladie rénale chronique, il y en a combien? On est à peu près 250. Donc on n'est pas sur toute la France. Sur toute la France, on est partout. Mais au rapport du nombre de néphrologues qu'on a vu ce matin, c'est plutôt une très bonne proportionnalité. On est même une belle représentativité en néphrologie. Et on a 700 nouvelles diplômées IPA en France, toutes mentions confondues. Et en néphrologie, un peu moins par an, je dirais une trentaine. C'est une spécialité, enfin, j'espère que c'est pas vulgaire ce que je dis, mais c'est une spécialité qui attire, qui est intéressante pour les jeunes, oui. Qui est attractive, on va dire. C'est une spécialité qui attire. Il faut, c'est 2 ans, il faut retourner à l'université. Non, je ne parle pas des IPA, je parle de la maladie rénale chronique, votre spécialité spécifique. En néphrologie. Oui, parce que vous êtes en concurrence avec les autres pathologies. Non, il n'y a vraiment aucune concurrence. Non, quand on veut être IPA, si on se spécialise, on peut aller, on peut faire dans la cancéro, on peut faire, il y a 5 mentions. Alors, est-ce que la vôtre est une... La nôtre, c'est celle où il y en a le moins, mais parce qu'on est une mention à part entière, et donc plutôt très spécifique. Et puis quand dans un service, on en a 3, il n'y a pas besoin d'avoir 6, 10 IPA dans un service. Donc ça, c'est très bien déployé. On peut encore monter en charge, il y a beaucoup d'unités. Mais comme il y a un plafond qui va être atteint un jour, ce n'est pas la mention la plus représentée. Oui, non, je essayais de répondre à Anne de Dan qui vous a demandé des moyens de lutte, enfin de lui donner des idées pour lutter. Donc je voulais vous tendre la perche. Pour en avoir plus, il faut soutenir. Alors on a besoin des universités, elles sont là, mais il faut des moyens financiers pour envoyer les agents à l'université. C'est exactement là où je voulais en venir. Envoyer des agents à l'université parce qu'il faut les remplacer. Il faut former des gens pour que les formations puissent être... elles sont de qualité, mais continuent à être encore et toujours de meilleure qualité. Il faut aussi des soutiens pour le déploiement en ville. Alors, on a des forfaits, mais voilà, il faut continuer à les travailler avec les structures. Il y a beaucoup de leviers. Et je suis sûr que Anne-Valérie Boulet, qui est la vice-présidente de Rénomed, elle, a des revendications qu'elle va porter, notamment sur les questions d'organisation, d'abord, mais également, c'est important, mais également sur, évidemment, les questions de financement. Alors, on a compris que le financement avait beaucoup bougé, mais comment faut-il penser cette alliance portera quoi, devrait porter quoi comme projet d'organisation et d'économie, et d'organisation économique. Anne-Valérie. Bien, le sujet est vaste et difficile et je n'ai pas la prétention de pouvoir porter toutes ces réponses, mais par contre, je voudrais souligner que la coordination est tant mieux et de mieux en mieux financée. Les CPTS en sont l'exemple, les dispositifs d'appui à la coordination aussi. Il faut poursuivre parce que dans nos établissements qui sont nés pour beaucoup de la partie suppléance et dialyse, la coordination n'est pas financée.
Le forfait parcours MRC est une très belle avancée, mais il manque beaucoup de gens dans cet écosystème. Alors, je voulais quand même profiter de la parole qui m'est donnée en faisant le lien avec le financement pour vous dire que je porte aussi la voix de nos assistantes sociales aujourd'hui. Et on voit le travail qu'elles font dans nos établissements et sur les territoires. Vous l'avez dit, c'est un écosystème territorial qui est complexe pour les assistantes sociales, qui ont à la fois à s'adresser à des départements, à la fois à des médecines du travail, avec des dispositifs que moi-même je ne pourrais pas vous décrire, mais si on ne parle que du maintien dans l'emploi, selon qu'on est du statut public ou privé, des dispositifs qui ont plus de 30 ans, hein, sans révision, qui sont ouverts pour les patients de dialyse à domicile seulement. Or, pas seulement les patients de dialyse à domicile ont besoin d'avoir une indemnité compensatrice de perte de salaire. Ils sont considérés en arrêt maladie, sans report sur leur vieillesse. Les médecins du travail, pour le secteur public, hein, les salariés du secteur public, pour cette fois-ci, connaissent mal le congé longue maladie fractionné. Et donc, ils poussent nos patients à l'invalidité, avec une exclusion du monde du travail trop tôt. Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce qu'on a parlé beaucoup d'articulation sanitaire entre ville et hôpital. Mais si on a besoin de ce plan, qui lui doit être à la main des réflexions sur le financement, c'est parce que l'écosystème est très large. Et que si on ne se sert pas de ce qui est fait aussi de façon très aboutie par certains, on l'a vu pour le plan cancer, mais on l'a vu pour des dispositifs ICOP. Vous avez parlé des infirmières azalées. Il y a tout un tas de dispositifs qui sont aussi mal connus sur les territoires et qui pourraient être très utiles pour une déclinaison territoriale. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on ait ce plan pour pouvoir mettre autour de la table des gens d'autres mondes de notre système qui vont construire, peut-être enrichir ce qui est déjà très bien écrit sur le guide du parcours MRC, mais en ayant des outils très ciblés, parce qu'aujourd'hui, on perd un temps infini pour les patients pour savoir quelle porte on doit ouvrir et enfoncer. Et des fois, c'est pas une, c'est deux, c'est 10. Après, charge aux équipes sur les territoires de prendre ces outils, de les décliner. Pourquoi? Je prends l'exemple de l'ESS. Aujourd'hui, selon les territoires, on va avoir besoin de toutes les ressources et on n'en aura pas beaucoup sur les quelques années qui nous arrivent. Si j'en crois l'évolution sur les facs de médecine, on n'en est pas encore là. Et même les IPA, on arrive à en avoir une par an en inscription parce qu'ils n'ont pas les moyens de les accueillir. Donc c'est très compliqué. L'ESS est ouverte aujourd'hui par la CNAM aux médecins libéraux. En Lozère, j'en parle puisqu'on y est, mon territoire préféré d'exemple, il n'y a pas de néphrologues libéraux. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si on s'est réunis autour de l'Alliance, c'est parce que tous ensemble, on doit pouvoir décliner selon les spécificités de nos territoires, avec les ressources qu'on a, des moyens d'organisation spécifiques. Si on a un plan qui permet ça, parce que les réformes nationales, elles sont faites pour le plus grand nombre. Elles n'approchent pas ces spécificités territoriales. Et donc ce financement, et j'en finirai là, pour travailler avec Sophie Beaupère de temps en temps sur une alliance qu'on a avec Rénomède à Liessane pour bien d'autres sujets, l'avantage, c'est qu'on sait chiffrer chez Unicancer. Quand on a besoin de quelque chose, on sait le chiffrer, parce qu'on a autour de la table tous les partenaires pour le chiffrer. Donc ce plan maladie rénale permettrait à la fois de chiffrer pour cette population-là de façon très simple, très efficace pour les pouvoirs publics. Dans le cas du LFSS, l'enveloppe à dégager, mais il permettrait aussi d'animer la CNAM, la DGOS, l'Agence de biomédecine, la TIH, la Cour des comptes, tout cet écosystème large qui est difficile de réunir en un même moment. Donc le financement, avant de dire ce qu'il faut financer, le 3B, bien sûr, l'activité physique, le rapport, la mission interministérielle de M. Delandre, qui est assez récente, du 7 avril 2025, dit qu'il faut financer l'APA à visée thérapeutique. Alors quel meilleur exemple que celui des maladies rénales chroniques pour faire ce premier pas vers le financement et lutter contre la sédentarité, mais il y aurait la précarité, la fragilité, la vulnérabilité. J'ai essayé de repérer 3 ou 4 sujets, peut-être 5. Je vais vous donner quelques mots et que l'on termine cette table ronde dont maintenant une quinzaine de minutes, 13 minutes à peu près, et que l'on essaye comme ça de bien d'avoir rempli le cahier des charges que nous nous étions fixés, puisqu'il y a vraiment des objectifs dans cette table ronde, comme vous avez pu le voir. Alors, je l'ai peut-être oublié, vous pouvez revenir et évidemment me compléter. Peut-être sur les consultations avancées, je crois que Alexandre en a parlé, on pourrait peut-être
un tout petit peu approfondir, expliquer vraiment l'importance, peut-être avec Monsieur Oncelet, vous pourriez faire un petit binôme là sur les consultations avancées, ça me paraît important. Je vais les citer tous, hein, puis essayer peut-être de noter, puis de faire en sorte que l'on ait répondu à toutes ces questions. La place du domicile, je trouve qu'on n'en a peut-être pas assez parlé. Après, le rôle du psychiatre et du gériatre, je crois que l'on a aussi à en parler. Vous verrez qui veut en parler. Les relations, alors on a parlé avec très peu d'ailleurs, avec les ARS, mais aussi avec les municipalités, avec les départements, avec les régions, puisque nous nous attachons à travailler à parler du terrain. Et puis peut-être on n'a pas encore assez parlé du médico-social et du social. Moi, je vous ai livré ces quelques questions. Est-ce que vous pouvez boucher les trous? Allez-y. Alors, je peux parler de consultation avancée parce que c'est l'objet de notre équipe de soins spécialisés. Pour revenir un peu plus sur la modalité pratique et dans le détail, donc en dehors de notre lieu de consultation de Cabestany, on a 4 lieux de consultation avancée. Et ce qui a été compliqué, c'est de mettre en place les modalités pratiques, de savoir qui y va, quand est-ce qu'on y va, dans quels locaux on consulte. Parce qu'évidemment, il faut être en partenariat avec l'offre de soins locale. Et finalement, on s'est appuyé sur les MSP qui étaient déjà présentes. Et il y a de nombreuses MSP qui ont fleuri dans le département. Et en se rapprochant d'eux, on a commencé à faire des formations sur les maladies rénales chroniques, notamment en parlant des nouveaux médicaments qui apparaissaient, l'arrivée du RAC pour les généralistes. Et donc ça, on a été très bien accueillis. Et c'est comme ça qu'on a pu monter des consultations avancées, donc à Céré, à Prades, Saint-Paul-de-Fenouillet et à R, donc proche de l'Espagne. Et c'est comme ça qu'on a pu un peu tapisser le territoire. Et l'ESS a permis d'avoir les moyens financiers de rétribuer les gens qui nous ouvraient des bureaux pour faire ces consultations avancées. Il a fallu aussi qu'on s'organise dans une équipe, c'est-à-dire que moi tout seul, je ne peux pas aller dans 4 lieux de consultation avancée par mois, sachant qu'on essaye de tenir une consultation avancée dans chaque lieu par mois. Et donc là, le rôle de l'équipe est important. Et il faut que quand il y en a un qui va faire une consultation avancée, il reste quand même quelqu'un au centre de dialyse pour assurer les dialyses des patients. Et donc ça, la coordination est importante au sein de l'équipe. Et c'est là que le rôle du financement arrive, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui mette en musique tout ça, qui contacte les centres dans lesquels on va consulter, qui fixe les dates, qui s'assure que les bureaux soient libres. Et donc ça, c'est pour ça qu'on est en train de demander que notre ESS expérimental financé par l'ARS passe dans un cadre d'ESS conventionnel. Et là, on a tout le mal du monde à passer dans l'ESS conventionnel, même si c'est inscrit dans la loi. Est-ce que... Bon, OK. Après, peut-être... je ne sais pas si on a suffisamment... Le temps passe vite. Peut-être sur les psychiatres, gériatres, peut-être vous, Hervé. Sur un temps, oui, très court. Il faut comprendre qu'au domicile, le patient joue un rôle actif dans les stades 1 et 2. Je voudrais vraiment parler du stade 3 qui est pour moi stratégique. Donc au stade 1 et 2, il faut comprendre que le patient suit les directives qu'on lui a énoncées par rapport à sa maladie, il prend ses médicaments, il suit le régime alimentaire, on l'a déjà expliqué. Arrive le stade 3, où évidemment le patient pouvait espérer que peut-être que la maladie allait diminuer, et puis pas du tout. Et là, il prend conscience clairement que son futur ne sera plus du tout celui qu'il pensait. Le stade 3 est stratégique de ce côté-là, et il a besoin d'être accompagné par une personne qui lui explique ce qui lui arrive, parce que c'est vraiment au stade 3 qu'il prend conscience de tout ça. Donc le rôle du psy à ce moment-là est fondamental. Pardon ? Ouais. Et donc, il doit, ce psy, faire partie de la prise en charge globale. Dès le stade 3, j'insiste bien. Alors, concernant le gériatre, je prends la parole en tant que patient. Vous avez bien compris que déjà, quand vous n'arrivez pas à 75 ans à peu près, et que vous êtes un patient insuffisant rénal, eh bien, vous avez de nombreuses problématiques. Et là, d'autres problématiques viennent s'ajouter, à savoir les problématiques de fragilité, les problématiques également de polypharmacie. Et là, le gériatre est là pour prendre en compte ces aspects à la fois fonctionnels, social, mais également cognitif pour ces personnes. Et donc, le gériatre, pour moi, devrait faire également partie de ce parcours, de cette prise en charge globale. J'ai fini. Non, c'est bien. Alors, d'autres veulent intervenir. François Blanchecotte, vous aviez l'air de vouloir dire un mot sur... Juste, Pascal, parce que tu évoquais les relations avec les ARS, effectivement, où on a des conseils territoriaux de santé.
c'est un peu des machins. On ne sait pas très bien, franchement, même si les gens se réunissent souvent, ce qu'il en sort vraiment pour être efficient. Et surtout, je voudrais évoquer ma casquette d'élu municipal pendant 14 ans dans une ville de 40 000 habitants. En fait, les contrats locaux de santé commencent à voir le jour. On l'a vu dans la période Covid, c'était essentiel qu'on ait un lien aussi avec les élus. Et les élus de terrain, les élus, effectivement, que ce soit d'ailleurs au niveau d'une préfecture départementale. Souvent, l'ARS, il faudrait qu'elle se délocalise au niveau d'un département. Je pense que c'est là qu'on a la prévention primaire qu'évoquait Jacques. Et ces éléments-là sont fondamentaux pour l'éducation de nos jeunes enfants et tout. Et il faut qu'on partage ça. Alors, c'est encore du temps, il faut y aller, mais je pense qu'on peut essayer d'introduire ça. Alors, pour ce qui est l'organisation de l'ARS, je suis très prudent parce que c'est pour moi un machin. Ils ont beaucoup de fonctions, beaucoup de choses, mais il faut voir vraiment l'efficience qu'on a avec les ARS. Je vous invite, parce qu'on est ici également, puisque vous avez des projets pour votre alliance, c'est de rencontrer vos parlementaires sur le terrain, à l'Assemblée nationale, les sénateurs aussi, on peut dire, les sénateurs ici, dans cette maison de députés, mais enfin bon. Vous voulez... le médico-social, est-ce que quelqu'un... Oui, alors Hervé, Édouard, pardon, Édouard et Jacques. Édouard. Alors, c'était juste la fin de mon propos et ça va combler certains des trucs dont tu as parlé. 4 propositions simples, rapides. La première, et pas trop chère, la première, effectivement, ça a été dit ce matin, insister sur l'interopérabilité parce que les éditeurs de logiciels ne jouent pas le jeu et cette interopérabilité fait gagner du temps et de l'efficacité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a un gros souci au niveau de l'éducation thérapeutique avec les ARS, c'est qu'on vient tous de parler de logique de territoire. Ma CPTS a son discours, sa façon de faire de l'ETP, et on nous refuse des nouveaux programmes d'éducation thérapeutique. Ils veulent les mutualiser, c'est-à-dire envoyer les gens à 60 km au CHU, ce qui est complètement contre-productif. Et on est obligé actuellement de tricher, de rentrer dans une petite boîte à chaussures pour pouvoir faire notre ETP obésité, par exemple, alors que celle du diabète, elle marche très bien. Et enfin, je dirais qu'il y a les 2 dernières choses. Les ESS, le problème, c'est qu'on peut avoir une par département, mais avant, c'était par parcours de soins autour d'un patient. Aujourd'hui, c'est par spécialité. Dans ma spécialité, il y en a 3. La thyroïdologie, la diabétologie et la médecine de l'obésité. Donc imaginez une ESS qui couvre ces 3 trucs-là, ça ne se fera jamais. Et c'est dommage parce qu'on pourrait faire des consultations avancées. La téléexpertise, on l'a fait déjà. Et enfin, dernière chose, j'ai l'honneur d'avoir dans mon cabinet la première APA, pas IPA, APA libérale déclarée en France. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble sur l'activité physique adaptée des patients. On a développé un modèle en libéral et ça a changé la vie, y compris des patients qui ont eu un cancer, etc. Et il faut que maintenant l'APA, ce soit plus des modèles comme on les fait ou avec la CPTS, mais que ça a vraiment, c'est un médicament magnifique. Voilà. Merci. Il nous reste 5 minutes. Alors, ceux qui ont peut-être moins parlé, alors vous, mais 5 minutes, peut-être Ludivine. Je ne sais pas si Anne-Valérie, vous voulez rajouter. Alors, Jacques, alors peut-être Ludivine, vous voulez dire un mot et puis Jacques. Juste un message. Oui. Je sens qu'ici, tout le monde est de bonne volonté, mais malheureusement... ne vous y trompez pas, on ne sait jamais. Voilà. Mais les patients, il faut que les messages arrivent jusqu'à eux. Et donc, il faut aussi soutenir que la communication sur l'existence de tous ces processus, de tous ces professionnels, de qui fait quoi, quand, où, comment, elle puisse arriver jusqu'aux patients. Il y a vraiment une nécessité d'une campagne de communication qui doit être majeure pour que toutes les bonnes volontés puissent être diffusées, mais à destination des patients et pas que des professionnels. Je vous appuie. À qui le dites-vous? Je vous appuie. Faire de la communication. Hein, Anne-Valérie Boulet, d'accord. Faire de la communication. Je ne sais pas, elle n'a pas l'air de dire oui. Jacques Battistoni. Oui, je voulais partager avec vous une interrogation. On voit bien qu'il y a une augmentation très importante de certains types de maladies chroniques et des risques cardiovasculaires en particulier. Et mon interrogation, j'ai pas la réponse, il y a des bouts de réponse qui ont été dits, c'est comment on fait pour toucher, comment on lutte contre les inégalités sociales de santé en matière notamment de maladies rénales chroniques, mais ça va être aussi en matière de maladies cardiovasculaires. François parlait tout à l'heure des contrats locaux de santé. Je pense qu'on a une action à mener en lien avec les élus territoriaux pour pouvoir promouvoir des activités qui vont dans le sens d'une amélioration de la santé et d'une lutte contre les facteurs de risque. Et comme il se doit, je propose au professeur Maria de faire la conclusion et la synthèse en 3 minutes de tout ce que nous avons dit. Ça vous va? Bien sûr, c'est mon métier. Donc je n'ai rien de très intelligent à rajouter, si ce n'est de me faire l'écho de Jean-Marc qui nous soufflait
l'importance d'un autre acteur qui n'a pas été trop cité, qui est le patient, et notamment l'importance des patients partenaires, à la fois bien évidemment dans le soin, mais aussi dans la conduite des politiques de santé. Et je pense que c'est quelque chose aussi que collectivement, il faut qu'on s'approprie. Je pense qu'on peut le dire ici, comme aurait dit le général, nous avons eu quelques idées simples dans un monde compliqué. En tout cas, on a essayé de simplifier évidemment les approches et de vous permettre en réalité ce soir de tirer des synthèses et de porter des projets. Et pour vraiment terminer, je reprendrai cette phrase qui me paraît bien adaptée à votre question. Rien n'est possible sans les hommes, évidemment, sans les femmes, mais rien n'est durable sans les institutions. C'était Jean Monnet, voilà, qui méritait bien à l'Assemblée nationale qu'on le cite, le père de l'Europe. Merci du temps que vous nous avez consacré.